Et vous avez tout un tas de patients ou de résidents qui, pour se protéger d'une douleur, vont aller s'en produire une autre. Parce que notre corps est fait de telle façon que la douleur la plus violente va masquer la petite douleur. Et du coup, on ne va pas la ressentir. Vous avez vu ces vieux films hein, où l'infirmière, elle a une intramusculaire à faire dans la fesse gauche. Du coup, elle donne une grande claque dans la fesse droite pendant que délicatement, elle fait son intramusculaire que la personne ne va pas ressentir. Mais c'est ce que font ces personnes-là. Hein. Quand on n'a pas trouvé, la personne, elle a mal, nous, on ne le comprend pas, il n'arrive pas à nous le dire, on ne sait pas ce qui se passe, et bien moi, je me produis une douleur très, très violente. Pendant ce temps-là, j'ai plus mal. Et moi, je suis une dame qui a des coliques néphrétiques à répétition, et du coup, elle connaît bien ces systèmes-là, parce que elle prend son médicament dès que ça arrive, mais elle sait qu'il faut à peu près 10 minutes avant que ce médicament la soulage. Et bien pendant ces 10 minutes-là, elle se mord le pouce jusqu'au sang. Et d'ailleurs, il y a des marques, hein, parce que ça la soulage énormément au niveau de sa colique néphrétique. Donc ça, euh, n'interprétez pas en disant non, non, mais il ne ressent pas la douleur. Regarde, il se fracasse la tête contre le mur. C'est attention, il a peut-être mal, sauf qu'on s'en est pas rendu compte. Et là, il essaye de se protéger parce que nous, on n'arrive pas à le protéger. Alors, une autre des caractéristiques, surtout chez les personnes déficientes TSA, c'est que si on a mis trop de temps à s'en rendre compte, hein, eh bien, ces automutilations, elles peuvent se transformer en stéréotypie. Nous, on a eu une patiente, par exemple, qui a été hospitalisée, troubles du comportement, agressivité, anxiété majeure, voilà, voilà. Et puis, comme automutilation, elle s'arrachait l'oreille, se mettait des trucs dans l'oreille. Bon, moi, je suis pas psychiatre, je l'examine et je vois qu'il y a une otite, on soigne l'otite, elle va un peu mieux, puis ça recommence, etc. Les psychiatres augmentent les psychotropes, il n'y a rien qui fait. Voilà. Alors, par sécurité, on fait une radio des sinus et on s'aperçoit qu'elle a du côté de là où elle s'automutile et où elle se met des objets dans l'oreille, eh ben, elle a une grosse sinusite. Donc, on nettoie bien la sinusite pendant longtemps, comme il faut, impeccable. Elle s'améliore, donc probablement que la douleur entraînait ces troubles du comportement, cette agressivité. Mais quand même, avant de la renvoyer dans sa structure, par sécurité, on refait une radio des sinus. Et là, chose étrange, on retrouve dans le sinus du côté où elle se mettait des objets dans l'oreille, on trouve un corps étranger. En fait, on trouve une dent incluse qui était remontée dans le sinus hein, et qui se comportait comme un corps étranger. Donc ça entraîne une infection, cette infection entraîne une douleur, et la patiente, pour se protéger, elle s'arrache l'oreille, elle se met des trucs dans l'oreille. Et non pas l'inverse, qui était notre interprétation initiale, c'est elle qui s'infecte. Hein. Donc, voilà. Donc on a fait enlever cette dent incluse, ça a pris du temps, tout est rentré dans l'ordre, tout, les nuits sont bonnes, sauf que maintenant, la structure nous dit, bon, c'est le jour et la nuit, elle va beaucoup mieux, sauf que elle s'arrache l'oreille en permanence comme ça toute la journée, parce que c'est devenu une stéréotypie. Et ça, c'est très possible. Bon, ça, c'est pour ça qu'il faut prendre très vite en charge les automutilations à cause de ça. Mais en se disant, attention, il y a peut-être une douleur. Hein. Et nous, on a par exemple 2 patients en ce moment qui ont ce qu'on appelle un dolichocolon, c'est-à-dire un intestin qui n'est pas mobile, donc c'est pas normal, il est un peu figé, puis en plus il est très dilaté. Donc c'est des gens qui se constipent très très vite et qui ont très mal au ventre. Et on voit très très bien, hein, dès qu'ils commencent à s'agiter, à se taper la tête, au lieu de donner des psychotropes comme on voit souvent, eh bien on va faire un lavement, donner un laxatif très puissant pour le vider, et ça résout le problème. Voilà. L'histoire du schéma corporel, alors ça c'est très important. La littérature est assez unanime là-dessus. Dans cette population vulnérable, surtout chez les TSA d'ailleurs, mais pas que, pas que, surtout dans la douleur chronique, on n'est plus tellement capable de localiser sa douleur. Les personnes ne vont pas vous montrer où elles ont mal. Hein. Et ça, c'est vraiment important. Alors même qu'ils sont capables de dire où sont leurs têtes. Moi, nous, on en a un Florian, où sont tes cheveux? Ben, mes cheveux sont là. Florian, où sont tes yeux? Autiste déficitaire, il sait lire. Hein. Où sont tes yeux? Mes yeux sont là. Où est ta bouche? Ma bouche est là. Où sont tes dents? Et vous pouvez lui faire dire tout son corps, sans problème. Quand il a des gros abcès dentaires, et c'est pour ça qu'il casse tout dans la pièce, et il ne dit pas qu'il a mal aux dents. Hein, alors qu'il sait très bien où ça se trouve. Donc cette histoire de schéma corporel, c'est vraiment des choses tout à fait importantes à savoir, parce que c'est pas ça, c'est pas eux qui vont vous montrer où ils ont mal. Et si par hasard il se tape la tête comme ça, eh ben ça ne veut pas forcément dire qu'il a mal à la tête. Alors on a eu nous un jeune de 33 ans, déficience modérée, il sait lire et écrire, il a le langage. Hospitalisé en urgence suite à une succession de troubles du comportement, d'agressivité. Bon, il arrive aux urgences de l'hôpital en se scarifiant le visage avec ses ongles. C'était très impressionnant. Hein. Et quand c'est des crises qui duraient 20 minutes, en disant mais j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, en se frappant, en se scarifiant le visage. Il ne faut pas s'approcher de lui, sinon on se prend des coups. Enfin voilà.
Juste ça. Alors, je vous fais la fin de l'histoire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. En fait, il avait des coliques néphrétiques avec un gros calcul dans le rein. Jamais il nous a montré son ventre. Alors que la colique néphrétique, d'abord, ça fait très mal, ça, on est d'accord, mais c'est diagnostic par téléphone demi-seconde, hein, d'accord. C'est très localisé, on ne se trompe pas, hein. Et lui, c'est j'ai mal à la tête, scarification du visage, etc. Vous voyez donc, cette histoire de schéma corporel, c'est vraiment quelque chose que vous devez transmettre aux gens qui prennent en charge ces personnes parce que ils vont tous se faire avoir, vraiment tous se faire avoir. La personne qui se tient le ventre, il peut très bien avoir une carie dentaire, etc. Et puis, on peut avoir de la chance quelquefois. Nous, on en a eu un qui arrivait, beaucoup d'agitation, beaucoup de troubles du comportement, la main dans la bouche. On le montre chez le dentiste dit, ouais, heureusement, vous l'avez amené parce que vraiment, c'est la cata, etc. Bon, il soigne ses dents, tout va bien. Quelques mois après, il revient, hein, avec les mêmes troubles du comportement, la main dans la bouche. On le remonte chez le dentiste dit non, non, il n'y a rien. Alors là, attention, nous, il ne faut pas qu'on dise bon, bah, il n'y a rien, rentrez chez vous. En fait, qu'est-ce que c'était que ça? C'était son expression de la douleur. La première fois, on a eu de la chance, en fait, c'est tout, hein. Mais ça, voilà. Alors lui, c'est quelqu'un qui avait une infection urinaire. Voilà. Donc c'est un peu comme ça vous donne l'information douleur, c'est tout. Le thermomètre qui vous dit 42 fièvre, ça vous dit 42 fièvre. Ça vous dit pas méningite, pyélonéphrite, infection urinaire, hein, ça vous dit 42 fièvre. Ben ça, c'est pareil. Ça vous dit, je me tape la tête, je me scarifie, je me mords, ça vous dit douleur. C'est tout. C'est tout. Ça vous dit pas la localisation. Et ça, c'est à vous d'aller chercher ça. Parce que c'est vraiment des choses qui sont vraiment, mais ça se répète avec le temps, quoi. Euh, donc, l'incapacité de communiquer verbalement ne signifie pas que la personne n'éprouve pas la douleur, donc on va s'intéresser au corps, on est d'accord. Ça entraîne des ruptures de parcours de vie, ça c'est vraiment très ennuyeux. La douleur peut être retardée dans le temps, comme je vous ai dit déjà tout à l'heure, mais également l'amélioration. C'est pour ça qu'on fait des protocoles douleur qui durent, hein. Et ce qui nous rend très souvent en retard dans la prise en charge, euh, c'est que au départ, très souvent, et c'est comme ça que naissent la douleur chronique, vous avez une augmentation en fréquence de troubles qu'on leur connaît déjà. Voilà, ils claquent les portes un petit peu, ils sautillent, ils se donnent des petites claques, etc. Sauf que on n'est pas très attentif là. D'habitude, il fait ça le matin quand il arrive, le soir quand il repart, ou au moment des repas, hein. Là, il fait la même chose, des choses qu'on connaît déjà, mais toute la journée, ou bien beaucoup plus fréquemment. Et donc, si on fait une petite relève rapide à l'équipe de l'après-midi, on dit, et le petit Pierre, bah, vous savez, il a claqué des portes, des machins, comme d'habitude. Non, non, pas comme d'habitude. D'habitude, s'il le fait une ou deux fois dans la journée, là, il l'a fait 25 fois dans la journée. On est d'accord, c'est le même trouble, mais c'est pas du tout la même fréquence. Voyez en rouge, voyez en rouge. Il est en train de se passer un truc et ça peut tout à fait correspondre à la douleur, hein, d'accord? Voilà, ça c'est très important. Et puis, ben, j'insiste énormément sur la sécurisation, le stress. Si vous avez quelqu'un à conduire à l'hôpital et qui est dans une structure, il ne faut pas que ce soit avec l'intérimaire qui vient pour la première fois. Il faut que ce soit avec quelqu'un, même si c'est pas l'infirmière, hein, si c'est l'AMP, l'éduc, quelqu'un qui connaît bien, avec qui on ne va pas déjà baisser le seuil de la douleur à cause du stress, hein. Et si, moi je dis quelquefois, c'est peut-être pas la peine d'aller voir le grand professeur dans tel hôpital, parce qu'aller à l'hôpital qu'on ne connaît pas, c'est beaucoup, beaucoup de stress, alors que quelquefois le médecin traitant, il peut faire les choses très bien, au moins les examens de base, parce que la personne, elle le connaît depuis très longtemps, il connaît le son de sa voix, l'odeur du cabinet, des choses comme ça. Et quelquefois, il va être capable de faire des trucs qu'à l'hôpital, dans le grand truc là-bas, eh ben, on ne va pas être capable de faire. Voilà. Donc l'histoire du stress, c'est vraiment très important. La sécurisation du parcours, l'environnement, tout ça, c'est très, très, très important, hein. Euh, je sais qu'il y a une question sur la localisation, j'en parlerai après, sur la stratégie justement. On peut peut-être faire une petite pause de 2 minutes pour des questions parce qu'on va passer à l'évaluation de la douleur. Oui, tout à fait, docteur Sourti. Donc, et puis, il est déjà 15h08, donc c'est vrai que vous avez beaucoup de choses à dire, donc on essaiera de quand même respecter le format horaire. Quelques questions qu'on a identifiées, c'était, euh, je les ai triées, j'ai pas pu tout prendre. Donc, comment gérer en même temps les addictions aux antidouleurs? Première question. Euh, Ensuite, comment faire la différence entre une douleur physique et une douleur psychologique? Un témoignage question, on accompagne des personnes atteintes de surdicécité, comment on fait afin de cibler au mieux la localisation, le type de douleur.
Et enfin, pour une suite, hein, comment savoir la localisation de la douleur sans examen? Alors, bon, je vais commencer à répondre un petit peu à ça. Alors, je ne vais pas répondre dans l'ordre. D'abord, par rapport à douleur physique, douleur psychique. Alors, on parle plus de ça maintenant, hein. Nous, dans notre jargon de médecin de la douleur, on ne fait pas la différence entre douleur physique et douleur psychique. La souffrance est l'expression d'une douleur. Et dans les trois parties dont je vous ai parlé, ce que vous appelez douleur psychique, bah, on va les classer dans les douleurs nociplastiques, sauf que ça ne se traite pas par antalgique, hein. Voilà. Et dans les grilles douleurs, ça va coter, hein. Et on le sait bien, ça. Et puis, dans la psychiatrie, on sait aussi que la douleur peut avoir une fonction. C'est-à-dire, si j'ai très très mal à mon épaule, bah, ça me permet de ressentir un petit peu mon corps. Et du coup, cette personne qui a très très mal à son épaule et qui veut absolument voir le médecin de la douleur, et chez un psychotique, par exemple, qui n'est pas bien stabilisé, eh ben, on a intérêt à le prendre en charge avec des traitements locaux pour montrer qu'on le prend en charge, mais surtout, surtout de ne pas le mettre sous morphine. Parce que si on le met sous morphine et qu'il ne ressent plus rien, à ce moment-là, il va éclater complètement, hein. D'accord? Donc, pour nous, douleur et souffrance, c'est tout à fait pareil, et les deux sont associés, surtout dans la douleur chronique. Alors là, on parle de la douleur en général, mais en réalité, on parle surtout de la douleur chronique. La douleur aiguë, elle ne va pas poser tellement de problèmes. La douleur aiguë, vous avez un changement radical du comportement du jour au lendemain chez quelqu'un que vous connaissez bien, mais tout de suite, vous allez réagir. Tout le monde va avoir un réflexe en disant, oh là, il y a un truc qui n'est pas normal, peut-être. Voilà. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est la douleur chronique. C'est la modification d'un comportement qui commence à s'installer dans le temps, qui se répète, qui devient dangereux pour la personne ou pour les autres. Et c'est là où on va se dire, attention, attention, peut-être qu'il souffre, et depuis longtemps, hein, voilà. Alors, l'histoire des addictions, euh, euh, oui, bien sûr que il faut être un petit peu prudent, hein. Il faut être un peu prudent. Alors, peut-être que la question faisait référence au tramadol, dont on parle beaucoup en ce moment, donc qui est un antalgique de palier 2 pour lequel les toxicomanes, par exemple, surtout aux États-Unis, utilisent beaucoup, et il y a un taux de mortalité très important. Alors là, moi, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que quand on met en place un traitement, il faut, à partir du moment où on le met en place, déjà, on doit penser quand est-ce qu'on l'enlève. Ça, c'est la première chose. Après, quand vous avez quelqu'un qui souffre vraiment beaucoup et qui va devoir être pendant 3 mois sous un traitement, y compris morphinique, ben, je vois pas pourquoi on ferait pas ça, alors que ça fait 10 ans qu'il est sous neuroleptique, quoi. Donc, je veux dire, c'est deux poids, deux mesures. S'il en a besoin, il faut y aller. Après, on contrôle, on fait un peu attention, etc. Et s'il n'en a pas besoin, il ne faut pas y aller. Voilà, il faut essayer d'être un petit peu évaluer un petit peu ce qu'on fait, et surtout pourquoi on le fait et combien de temps on va le faire, etc. Alors après, peut-être que ça sous-tendait peut-être ce qu'on appelle l'effet placebo, c'est-à-dire la personne qui réclame son traitement et qui va mieux dans la seconde après avoir pris le médicament. Donc évidemment que ça, c'est pas le médicament, hein, que c'est l'effet placebo. Mais c'est très intéressant l'effet placebo, parce que l'effet placebo, quand on se rend compte qu'il y a un effet placebo, et il y en a beaucoup dans cette population-là, eh ben, il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser comme un soin, comme une bienveillance, et pas comme je t'avais dit qu'il avait rien. Pas du tout, hein. C'est dans cette population-là, les techniques de prise en charge non médicamenteuse de la douleur, comme l'utilisation d'effets placebo, comme la sophrologie, la relaxation. Alors l'hypnose, on utilise beaucoup en douleur chronique, mais pas chez les TSA par contre, hein. Eh bien ça a comme objectif de faire remonter le seuil de la douleur. Et ça, c'est très intéressant, parce que le douloureux chronique chez lequel les médicaments ne marchent pas, eh bien, puisqu'on peut très difficilement jouer sur le seuil, sur la douleur elle-même, on va jouer sur le seuil de la douleur en le faisant remonter. Et dans cette population-là qui a des troubles neurovégétatifs anormalement développés, un système parasympathique anormalement développé, eh bien, eux, pour le coup, ils sont extrêmement sensibles et extrêmement réceptifs à toutes ces techniques non médicamenteuses de prise en charge de la douleur et à tous ces effets placebo. Mais alors, c'est bien, c'est très bien, c'est des choses qu'il faut absolument prendre en charge, il faut absolument se former à ces techniques-là, parce que dans cette population vulnérable, on rend d'énormes services sans entraîner de prise de médicaments et de risque d'addiction après. Voilà. Peut-être que la personne qui a posé cette question, si elle veut des précisions, on pourra continuer. La troisième question, c'était sur la localisation, hein. Alors nous, dans la localisation, en fait, on fait un screening plutôt, hein. Alors on sait, mais je vais en parler après, mais on peut déjà dire ça, c'est que
de façon un peu statistique, on sait que ce qu'on trouve en premier, c'est les problèmes dentaires et les problèmes du tube digestif. Puis après, il y a tout le reste. Mais déjà, a priori, hein, vous avez quelqu'un qui a des gros troubles du comportement pour lequel on a plein d'arguments pour dire que c'est une douleur. Bien, en premier, il faut regarder ce qui se passe au niveau des dents. Et puis après, il faut regarder ce qui se passe au niveau du tube digestif. Et puis, on fait les choses simples. On met une bandelette urinaire, voir s'il n'y a pas un peu de sang dans les urines, qui va permettre de nous voir s'il y a une infection ou éventuellement un calcul rénal. On va regarder si c'est pas. Enfin, moi, une fois, je suis intervenu dans une structure où tout le monde était inquiet parce qu'il y avait une jeune fille qui avait très régulièrement des troubles du comportement. Et puis, il y a une aide-soignante qui dit, mais écoutez, moi, j'ai regardé sur l'agenda, ces troubles du comportement, c'est une fois par mois pendant une semaine, à peu près toujours toutes les 28 jours. Ben, ça y est, c'est fait le diagnostic, quoi. Elle a des règles douloureuses, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des choses un petit peu comme ça. Et ensuite, on fait donc le screening. Et alors, par contre, euh, soit on a des arguments pour la douleur avec les outils dont on va parler maintenant, avec les antécédents, etc. Et on y va, on fait les examens. Hein. Soit on n'en a pas parce que les outils ne confirment pas, etc., etc. Et c'est pas la peine d'aller faire une anesthésie générale pour faire un scanner corps entier. Ça n'a pas de sens, ça, hein, pour le coup. Par contre, s'il faut faire une écho, ça c'est facile. Des bandelettes urinaires, c'est facile. Prise de sang, c'est facile. On y arrive toujours, etc. Après, c'est vrai qu'il y a certains examens qui demandent des anesthésies générales. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. Mais si on a les arguments, il faut y aller. Voilà. Pour quelle raison l'hypnose n'est pas à pratiquer chez les personnes TSA? Parce qu'en fait, il faut avoir la théorie de l'esprit, il faut être capable de mentaliser, et ça, les TSA, ils l'ont pas. Hein. Donc, en règle générale, bon, alors moi, je travaille avec un dentiste qui me dit, si, Arnaud, moi, les patients en TSA, j'arrive à leur faire de l'hypnose. Alors, je suis allé voir, en fait, elle fait l'équivalent de la sophrologie. Elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. C'est pas de l'hypnose, hein, c'est de la sophrologie qu'elle fait, quoi. Bon, après, de toute façon, c'est assez voisin, ces trucs-là. Hein, voilà. On peut faire aussi, nous, enfin, il y a une infirmière chez nous qui est formée à la RESC, hein, vous savez. Hein. Mais par contre, c'est très individuel. Après, quelqu'un qui a une hyperesthésie cutanée, on ne fait pas de la RESC, hein, évidemment, hein, d'accord. Voilà. Mais moi, alors, moi, il y a des parents qui ont réussi à acheter leur enfant déficient, TSA pour le coup, ils utilisent l'application Respirelax. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Il y a un tube dans lequel il y a une bulle qui monte et qui monte et qui descend. Et pour le coup, il faut inspirer quand la bulle monte, expirer quand la bulle descend. Ça dure 5 minutes, il y a un petit décompte, hein, c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Et ben ça marche vachement bien. Ça marche vachement bien. Sauf que il ne faut pas le faire au moment de la crise, c'est trop tard. Il faut le faire très régulièrement, plusieurs fois par semaine. Et c'est au bout d'un certain nombre de semaines qu'on s'aperçoit que il y a une meilleure gestion du stress, il y a une meilleure gestion des émotions, et du coup, eh bien, ça va éviter qu'il y ait une chute du seuil de la douleur et les troubles du comportement seront moins importants lorsqu'il y aura un trouble. Et moi, vraiment, je milite beaucoup pour l'apprentissage des techniques non médicamenteuses de la douleur parce que ça vient en complément. Voilà. Je vais Docteur Sorti, continuer ou bien est-ce pardon, qu'il faut... Oui. oui, je vais vous laisser continuer et aller jusqu'au bout d'ailleurs hein, de votre présentation. Par contre, quelque chose qui peut nous éclairer des personnes qui nous répètent plusieurs fois la même question. Vous parlez souvent des personnes TSA. Est-ce que c'est la même chose pour les personnes en situation de polyhandicap? Alors, dans le cadre du polyhandicap, ça dépend un petit peu. Alors, c'est vrai que dans le cadre du polyhandicap, ça va dépendre un peu de la déficience intellectuelle, des choses comme ça. Dans le cadre du polyhandicap, c'est pareil. L'aspect de localisation de la douleur va être compliqué. Ça, c'est important. L'expression de la douleur dans le cadre du polyhandicap, c'est vraiment neurovégétatif. Il va regarder le corps. Ça, c'est important. Et en termes de fréquence, alors autant quand il n'y a pas de polyhandicap, on a plutôt les dents, le tube digestif. Et là, dans le polyhandicap, on a aussi beaucoup les douleurs musculo-squelettiques, hein, les rétractions, des choses comme ça qui arrivent à peu près au même niveau que les troubles digestifs. Alors après, ça va dépendre aussi des endroits dans lesquels vous vous trouvez. Il y a des structures pour lesquelles il y a des réseaux bucco-dentaires qui sont mis en place, des systèmes qui permettent d'avoir des visites tous les 6 mois. Donc là, en général, déjà, ce problème-là est écarté. Hein. Mais tout ce qui est constipation, troubles musculaires, neuromusculaires, mobilité, tout ça, c'est des choses qu'on va retrouver chez tout le monde. Voilà. Alors, l'habituation aux soins est très, très importante. Hein. Je pense que ça devrait faire partie
des prises en charge au même titre que l'apprentissage de la communication, hein, avoir des fausses salles d'examen, des objets factices, des choses comme ça, des masques pour le méopa qui sont pas branchés juste pour que la personne vienne. Dans les structures handiconsultes, quelquefois ils ont des consultations blanches, c'est-à-dire vous venez, la personne regarde, elle repart, etc., etc. C'est tout un tas d'apprentissages qui fait que quand il y a eu ça et que nous après on examine, c'est tellement plus facile, quoi. C'est vraiment tellement plus facile. Ouais. Il y a beaucoup de points communs chez les TSA et dans le cadre du polyhandicap, mais ce qui va peut-être modifier, c'est la fréquence des troubles, quoi. C'est la hiérarchie des troubles que l'on va avoir en fonction de la mobilité ou pas. Alors, dites-moi s'il faut, avant de continuer, commencer On peut à... poursuivre, je pense il y a un double, il y a ceux qui Ouais, sont très ouais, attirés par les questions, puis il y a ceux qui attendent tellement vous continuer. Alors je vous propose à tous de d'accord. continuer, de prendre les dernières questions. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Alors, on va s'intéresser à l'évaluation de la douleur. Donc, ce qu'on fait, hein, pour paraphraser Michel Foucault dans Naissance de la clinique, hein, c'est on va essayer de rendre lisible le visible. D'accord? Et alors, moi, ce que je vous invite à faire, qu'on soit professionnel ou bien parent, c'est d'observer avant d'interpréter. Parce que pour l'interprétation, on en a tous des interprétations. Hein, d'accord? Il fait chaud, il fait froid, j'ai vu la grand-mère, j'ai pas vu la grand-mère, j'ai eu ma paire, mais en fait, on n'en sait rien du tout. On observe, on regarde. Et c'est seulement quand on a fait toute une liste d'observations qu'on va essayer d'en tirer des conclusions. Parce que sinon, si on est capable d'interpréter, bah, à ce moment-là, on n'a pas de souci. Mais on se trompe. Hein, on se trompe dans la grande majorité des cas. Alors, très rapidement, je vais vous parler d'outils d'auto-évaluation, mais nous, on ne les utilise pas. Hein. Et donc, ces échelles qui vont de 1 à 10 pour dire vous avez mal à combien. Enfin, nous, on sait que 10, c'est plus grand que 1, mais il y a des tas de personnes pour lesquelles bah, c'est 2 chiffres au lieu d'un, et puis c'est tout, quoi. Hein. Donc, je vous montre ce qui existe comme ça à titre un petit peu d'information, mais nous, on a pris le pari de ne pas les utiliser. Alors, je dis encore une fois, faut rester modeste. Évidemment, ça existe. Évidemment, il y a dans certains apprentissages, on peut peut-être arriver à montrer un objet ou quelque chose, mais c'est après un apprentissage, c'est pas d'emblée comme ça. Hein. Euh, dans le cadre de la déficience visuelle, vous avez la Senscal qui est en relief. Alors là, est en train de se valider une autre échelle qui, à mon avis, va être très intéressante chez les patients qui sont déficients visuels. C'est la Visiodol. C'est une petite tablette sur laquelle vous avez des petits picous comme de la toile de verre de plus en plus fins, avec des grammages de plus en plus fins, et ce qui va donc entraîner des réactions différentes et qui va vous permettre de savoir à quoi je suis sensible. C'est en train d'être validé par une équipe de Clermont-Ferrand et je pense que ça va être vraiment intéressant dans la déficience visuelle. Bon, tout le monde connaît l'échelle des visages, hein, mais vous montrez ça à un autiste, franchement, ça n'a aucun sens, quoi. Enfin, d'abord, ils ne savent pas lire les émotions, et puis là, il y en aurait beaucoup trop. Alors après, que vous essayez de mettre des photos plutôt que des visages, d'en mettre que 3 au lieu de 6, pourquoi pas. Mais enfin, c'est un apprentissage, c'est pas un outil d'emblée, quoi. Hein. L'échelle des cubes, un petit cube, j'ai un petit peu mal, un grand cube, mais en fait, qui sait qui... Nous, on sait que le grand, intuitivement, c'est plus de... Mais voilà, je vous montre juste ces informations-là, mais nous, on ne les utilise pas. Pareil, l'échelle des jetons hein, chez les enfants. Quand j'ai mal, je prends beaucoup de jetons, puis quand j'ai plus mal, je les rends. Pareil, on n'utilise pas hein, dans cette population-là. Alors, par contre, ce qu'on va utiliser, c'est l'hétéro-évaluation. Donc, on repart d'il y a 30 ans. Hein, de ces médecins qui, il y a 30 ans, ont fait un énorme travail sur les nourrissons avec d'énormes enregistrements, photographies, et ils ont regardé comment étaient les grimaces, comment bougeait la langue, comment la personne réagissait au mouvement. Enfin, ça a été un énorme travail, et ils en ont conclu ça. Alors ça, c'est la diapo la plus intéressante et vraiment la plus importante de l'évaluation de la douleur. Est-ce que je peux ou pas établir un contact? Quand j'observe des attitudes au repos au mouvement, qu'est-ce que je vois? Il bouge, il bouge pas. L'examen clinique, statique et fonctionnel, je le bouge ou je le fais bouger. Qu'est-ce qui se passe? Hein? L'évaluation, c'est-à-dire depuis quand c'est comme ça? Est-ce que ça dure toute la journée? Quelle est l'intensité? J'évalue. Le suivi thérapeutique. Je mets en place quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Hein? Voilà. Alors, ça, là-dessus, on est extrêmement mauvais. Parce qu'en fait, quand on fait quelque chose et que ça ne marche pas, surtout, on n'en parle pas, on le dit à personne parce qu'on croit qu'on a fait une connerie. Mais non, quelque chose qui a été mis en place et qui ne marche pas, c'est une très bonne information. C'est pas une connerie, c'est une très bonne information.
ça marche pas. Du coup, on recommence pas. Du coup, on dit aux autres, ça, tu peux éliminer. Voilà. C'est vrai pour n'importe quelle pratique non médicamenteuse, mais c'est vrai aussi pour les médicaments. Parce que le problème, si on n'est pas capable d'enlever des médicaments qui marchent pas, on se retrouve avec des ordonnances millefeuilles. Et puis après, vous avez la personne qui dit, bon, là, mais qui c'est qui a mis ce médicament-là? Ben, je sais pas. Il servait à quoi? Ben, je sais pas. En tout cas, ça change rien. Mais comme c'est pas moi qui l'ai mis en place, j'ose pas l'enlever, etc., etc. Et on fait des millefeuilles. Ça n'a pas de sens. Par contre, il faut pas prendre pour un échec quand on fait quelque chose et que ça marche pas. C'est une super bonne information. Ça, il faut pas le faire parce qu'on l'a déjà essayé, parce que ça marche pas. Et voilà. Donc le suivi thérapeutique, c'est vraiment très intéressant et il faut vraiment s'en occuper. Et puis ensuite, ce qui va beaucoup nous intéresser, euh, dans la douleur chronique, parce que c'est surtout ça le plus important, hein, c'est est-ce que les repas sont impactés? Est-ce que le sommeil est impacté? Est-ce que jouer, bouger, communiquer, est-ce que ça c'est impacté? Voilà. Eh bien, vous avez sur cette diapo ce qu'on retrouve sur toutes les grilles de la douleur. Rassurez-vous, toutes les grilles de la douleur, ce sont les mêmes. Elles sont toutes pareilles. Alors, je provoque un peu, mais vous allez voir, je vais vous en montrer quelques-unes. Heureusement, en fait, heureusement. Hein. Et moi, quand je suis arrivé dans l'hôpital où je suis actuellement, qui est un hôpital psychiatrique, on m'a dit, ah, bah, c'est super, on a un médecin de la douleur, on va se faire une grille douleur de notre hôpital. Mais j'ai dit sûrement pas. Parce que si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vais retomber sur ce qu'ont déjà fait des collègues des années avant. Alors bien sûr, il n'y aura pas le même nom sur l'hôpital, etc. On va faire des synonymes, on va classer différemment. Mais en fait, c'est réinventer l'eau tiède, quoi. Ça n'a aucun sens, quoi. Utilisons ce qui existe déjà et essayons de l'adapter à la population dont on a la charge. Et je vais vous en faire défiler quelques-unes. Vous allez voir que ce que je vous dis, c'est vrai. Regardez bien cette diapo et vous allez voir alors avec des classements un peu différents, avec des synonymes qui font que ce ne sera peut-être pas exactement ce mot-là, mais vous allez voir qu'on retrouve la même chose. Alors, la première, par exemple, Gustave Roussy, alors moi c'est très petit, mais donc il y a 10 items, position antalgique au repos, manque d'expressivité, protection des zones douloureuses, plainte somatique, attitude antalgique dans le mouvement, désintérêt pour le monde extérieur, c'est la communication, contrôle exercé par l'enfant quand on le mobilise, examen statique et fonctionnel, localisation des zones, réaction à l'examen, lenteur et rareté des mouvements. Vous voyez, on retrouve la première diapo. Alors, la grille San Salvador, c'est une grille qui est très connue souvent dans les structures. Euh, moi je fais la visite dans toutes les régions Auvergne-Rhône-Alpes, des structures médico-sociales, quand je demande alors vous utilisez des grilles douleurs, et très souvent on me ressort, ben nous on connaît la grille San Salvador. Est-ce que vous l'utilisez? Non. C'est pas qu'elle est plus mauvaise que les autres. Hein. San Salvador, c'est un hôpital pour enfants polyhandicapés dans le sud de la France. Ça fait très longtemps qu'ils se sont bien investis de la douleur. Ça fait très longtemps qu'ils ont fait cette grille. Ils ont formé des infirmières, qui ont été formées des infirmières, qui ont été formées des infirmières. Donc c'est du sérieux dans leur établissement. Mais dans la transmission, le problème, bon, alors là, les items, on les retrouve, les pleurs, les cris, les troubles du comportement, la communication, l'intérêt pour le monde extérieur, tout ça, on va le retrouver. Sauf qu'elle est trop détaillée, elle met beaucoup trop de temps à remplir, et du coup, ben, les gens se découragent et le font pas. Hein. Alors après, les DAP, normalement fait pour enfants polyhandicapés. Alors, je vais essayer de grandir un petit peu. Donc, plainte somatique, position antalgique au repos, identification des zones douloureuses, sommeil, tonus, mimique, expression du corps, interaction lors des soins, communication, vie sociale, intérêt pour l'environnement, trouble du comportement. Ce sont les mêmes items. Voilà. Donc là-dessus, vous voyez, hein, c'est vraiment tout à fait la même chose qu'on retrouve. Alors l'échelle Dolo Plus qui avait été faite spéciale personnes âgées. Mais regardez, plainte somatique, position antalgique au repos, protection des zones douloureuses, mimique, sommeil, toilette et habillage. Qu'est-ce que c'est que toilette et habillage? C'est examen statique et fonctionnel. Mouvement, communication, vie sociale, trouble du comportement. Ce sont toujours les mêmes items, heureusement. Alors là, il y en a une qui est un petit peu différente, c'est l'Algo Plus, qui est très intéressante pour la douleur aiguë et qui est souvent utilisée dans les services d'urgence, par exemple. Alors dans les douleurs aiguës, ça pourrait présenter un intérêt parce qu'elle est très simple, très rapide et bien détaillée. Vous avez 5 items, un qui s'occupe du visage, et puis vous voyez, hein, froncement de sourcils, grimace, crispation, un qui s'occupe du regard, regard inattentif, lointain, etc. Les plaintes, ouïe, j'ai mal, gémissement, le corps, retrait, protection, comportement, agitation. Si vous pouvez cocher oui à au moins 2 des 5, alors la probabilité pour qu'il y ait une douleur est très importante. Voilà. Le problème, c'est pour la douleur aiguë, ça marche. Mais pour la douleur chronique, là-dessus, il va nous manquer tout ce qui est sommeil, troubles neurovégétatifs,
alimentation. Et du coup, on va passer à côté, par exemple. Ça, on l'aura dans une douleur aiguë, mais on l'aura aussi dans une frustration. Voilà. Donc, voilà, c'est ça qui va être un petit peu problématique, mais on pourrait l'utiliser. Alors, quand on fait pour ceux d'entre vous qui s'occupent du polyhandicap, surtout chez l'enfant, quand on fait le tour des structures médico-sociales, il y a deux grilles qui sortent du lot, hein, c'est-à-dire qui sont le plus souvent utilisées. Donc, si elles sont le plus souvent utilisées, c'est qu'on imagine que les gens les ont plus facilement investis en ayant fait un peu leur choix. Donc, vous avez pour le polyhandicap la FLAC qui sort du lot quand même, qui est plutôt simple à utiliser. Vous voyez, il y a 5 items. Il y a le visage, les jambes, l'activité, l'écrit, la consolabilité, et ça va de 0 à 2, et plus le chiffre est élevé, et plus la probabilité qu'il y ait une douleur est importante. Et puis c'est bien détaillé. Et ça, dans le cadre du polyhandicap, souvent c'est ce qu'utilisent les structures qui ont des personnes comme ça, parce que c'est ce qui donne la meilleure information, en tout cas qui oriente le plus vers la possibilité d'une douleur. C'est reproductible, donc ça peut être intéressant, je pense, dans le cadre du polyhandicap, d'utiliser celle-là. Après, c'est toujours pareil, hein, c'est comme une voiture, hein. Moi, si je vous donne la Ferrari dernier cri, peut-être que vous ne saurez même pas la démarrer, alors que si je vous prête ma 2 chevaux, ben, vous irez où vous voulez, quoi. Donc, il faut utiliser l'outil qui est le plus adapté à notre pratique. Euh, Nous, on a choisi, dans le cadre de la déficience intellectuelle et ou des TSA, on a choisi la JEDI. Alors, on l'a un petit peu modifié pour les TSA, mais c'est une grille qui avait été initialement validée pour la déficience intellectuelle surtout, mais nous, on l'utilise beaucoup chez les TSA. Et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est surtout celle-là qui est le plus utilisée. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas à cause des items, parce que les items, on pourrait les retrouver dans les autres grilles, hein. Ça, c'est de l'observation qu'on peut tout à fait faire. C'est ce qui nous a paru vraiment très intéressant, c'est la cotation, le système de cotation que ces personnes ont mis en place, les personnes qui l'ont inventé, cette grille. Mon 0, 1, 2, 3, c'est pas la présence ou l'intensité du trouble, c'est sa fréquence. Et ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, des personnes avec polyhandicap, déficience intellectuelle ou TSA, ils ont tous dans le quotidien des petits troubles du comportement. Ils en ont tous. Il y a des petits cris, il y a des petites agitations, il y a des petits coups, des choses comme ça, à l'état de base. Du coup, si je vous demande de coter s'il crie ou s'il crie pas dans le cadre de la douleur, vous allez être vachement embêté parce que vous allez dire mais je code pas parce que d'habitude il le fait. Alors est-ce que là c'est de la douleur? Donc là, c'est pas du tout ça qu'on va vous demander. On va vous demander de faire une observation sur un temps que vous allez définir. Par contre, ce temps-là ne doit pas être le temps de la crise, il doit être au minimum d'une demi-journée. Nous, on conseille sur la journée complète, mais ça peut être sur une demi-journée, mais surtout pas au moment de la crise, parce que nous, on s'intéresse à la fréquence. Donc, le petit Pierre aujourd'hui, hein, on a été là toute la journée, je l'ai bien observé. Aujourd'hui, est-ce qu'il a gémi? Non, 0. Il a pleuré un petit peu ce matin. 1. Il a crié toute la journée. 3, etc. Et on va très vite. Et c'est pas parce qu'il a crié toute la journée et que j'ai mis 3 que c'est de la douleur. On ne sait pas ça, on ne sait pas, hein. La validation de la grille, c'est que si on est à plus de 6 points d'un état de base, alors la probabilité qu'il y ait une douleur est très importante. Et en général, ça monte même au-delà de 10. Si vous tapez grille ZDA sur Internet, vous allez tomber sur la grille initiale qui vont vous dire de 0 à 10, pas de douleur, de 0 à 6, pas de douleur, de 6 à 10, douleur probable, et au-dessus de 10, douleur certaine. Eh bien, nous, dans le cadre en particulier de la déficience et des TSA, on se dit que le 0 qu'on utilise n'est pas le 0 de la grille, mais le 0 du patient. C'est-à-dire on fait une grille qu'on espère être une grille de base chez une personne qui va plutôt bien, hein. On lui dit, bah, tiens, le petit Pierre, son comportement est habituel, il ne pose pas de problème, il ne semble pas douloureux, je fais une grille. Et on s'aperçoit qu'on n'obtient pas 0. Chez les gens qui vont bien, on a un score qui est dans une fourchette qui va de 7 à 15 à peu près. Vous voyez, déjà, c'est pas pareil pour tout le monde, hein. Mais par contre, s'il a 10 de base, et qu'après, il a des troubles du comportement, qu'on ne comprend pas bien, ça dure depuis plusieurs jours, je refais ma grille et je trouve 25. Je suis tellement au-dessus de mes 10, je suis à plus 15, que la probabilité pour qu'il y ait une douleur est très importante.
Par contre, je suis à 10, je refais une grille de base, je suis à 13, ben non, c'est a priori pas de la douleur, c'est la même chose. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est très facile de savoir si une grille est bien remplie ou pas bien remplie. Il suffit de demander à la personne, au fait, tu as mis combien de temps pour remplir la grille? Si elle vous dit, bah, j'ai mis 5-6 minutes à la remplir, ok, je la regarde. Si vous dites, j'ai mis 20 minutes à la remplir, vous prenez la grille, vous la déchirez, vous la mettez au panier, vous la regardez même pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque item, ou en tout cas pour certains items, ils se sont arrêtés pendant un quart d'heure pour se dire, pour se poser la question de savoir si c'était en lien avec de la douleur ou pas. Alors que c'est pas du tout ce qu'on demande. On dit aujourd'hui, ou pendant cette demi-journée, est-ce que il a crié, tac, 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 est-ce qu'il a pleuré, etc., etc. Et voilà. Et c'est juste à la fin qu'on va faire un score. Alors, ce qu'on a trouvé aussi intéressant dans cet outil, c'est vers la fin, là, la fin, le tiers inférieur, hein, on voit frissonne, devient pâle, hypersudation, larmes visibles, a le souffle court, retient sa respiration. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une description des troubles neurovégétatifs. C'est le corps qui parle. Et ça, il va falloir aller voir. Est-ce que j'ai les mains moites ou pas, etc. Moi, j'ai suivi une jeune fille de 25 ans, amenée par sa maman, déficience intellectuelle, TSA. La maman me dit quand elle a eu 12-13 ans, elle a commencé à avoir des gros troubles du comportement. Mais comme on est toute une famille de migraineux, au moment des troubles du comportement, j'ai donné un anti-migraineux et vraiment, ça a super bien marché. Donc à chaque fois qu'elle a commencé un trouble du comportement, je donnais l'antimigraineux, c'était impeccable. Mais aujourd'hui, à 25 ans, elle a de nouveau très très souvent ces troubles du comportement. Je continue de donner l'antimigraineux. Il y a des fois ça marche, il y a des fois ça marche pas. Alors qu'est-ce que ça donne comme information ça? Ça donne comme information que des fois c'est des migraines, puis des fois c'est pas des migraines. Et si c'est pas des migraines, on donne pas de traitement contre la migraine. Hein. D'accord? Donc il a fallu savoir quand est-ce qu'il fallait pas donner de traitement contre la migraine. Donc elle a utilisé cette grille, elle s'est rendue compte qu'effectivement il y avait parmi les troubles du comportement qui étaient mis en place, quand c'était douloureux, c'est-à-dire quand le traitement antimigraineux marchait, eh bien, la fréquence des troubles qu'elle observait était beaucoup plus fréquente dans la journée et surtout elle avait les mains moites, donc l'hypersudation. Elle avait des petits moments dans la journée où elle avait où elle vraiment elle l'a considéré comme très pâle. Voilà. Et c'est grâce à ça qu'elle a pu dire bon ben là dans ce cas-là quand il y a ça je donne l'antimigraineux, mais quand il n'y a pas ça je lui dis tu vas te reposer un quart d'heure dans ta chambre et ça suffisait complètement. Voilà. Donc on définit sur quel temps on observe. On va très vite, une ou deux personnes, ça suffit, il ne faut pas être à 15, sinon vous allez vous perdre. Hein. Et on se rappelle qu'on a une marge de 6 points, c'est-à-dire que si vous faites une grille à 10 et vous dites, la structure, vous dites, bon tiens, on a fait une grille de base, qu'on pensait être de base, on est à 10, on est à peu près dans la fourchette, ça semble à peu près cohérent, et vous dites à la famille, ce serait bien que vous fassiez ça chez vous, et la famille trouve 8, c'est pareil, on n'est pas à 6 points d'écart, donc c'est pareil. Et c'est pas obligatoirement toujours aux mêmes personnes de le faire, par exemple, vous supposez qu'il y a une douleur, vous faites une grille, vous savez que la grille de base est à 10, là vous trouvez 18, et puis vous mettez en place un traitement, et puis par contre l'évaluation, on vous demande de la faire dans une semaine, mais c'est pas vous qui êtes là dans une semaine, c'est deux autres professionnels, mais qui connaissent bien le résident, ça va être valide encore. Il y aura peut-être 1 ou 2 points d'écart, mais on ne sera pas à 6 points d'écart, du coup ça restera valide. Donc même s'ils trouvent 19 ou 20, ça restera pareil. Donc, il faut être assez tranquille par rapport à ça. Et ceux qui ont validé cette grille nous ont même dit que si jamais il y a un item qui vous pose problème, eh bien, vous n'y répondez pas, vous mettez non applicable et vous le sautez. Et ça ne changera rien à la validation de la grille. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'aller très vite. Et les gens qui utilisent ces grilles depuis longtemps, ils se rendent compte que vraiment, alors ça donne pas le diagnostic, hein, ça vous dit si c'est de la douleur ou pas de la douleur. Ça vous dit s'il faut y aller, il faut faire des examens ou s'il ne faut pas en faire, dans les deux sens. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important et c'est pas réservé aux médecins et à l'infirmière, c'est tous les gens qui s'occupent de la personne qui peuvent remplir ça. Alors après, si vous êtes dans une structure qui a à la fois des polyhandicapés, à la fois des déficients, à la fois des TSA, c'est à vous de décider. Hein. Soit vous utilisez, puisque toutes les grilles sont très semblables, vous décidez d'en utiliser qu'une pour toute la population, ça vous évite d'avoir à faire des jonglages. Soit vous décidez de faire maintenant la FLAC pour le secteur polyhandicapé et puis la JEDI pour la déficience ou les TSA. Mais ça, c'est à vous de décider parce que ça, dans le polyhandicap, on peut tout à fait l'utiliser aussi. Nous, on l'a fait très, très fréquemment. Souvent, le score de base dans le polyhandicap est un peu plus élevé que ce que je vous dis. Et puis après, vous décidez de faire un score de base à tous les résidents dont vous avez la charge. Et puis, vous pensez, en fait, on suppose que c'est un score de base. Hein. Donc, vous allez trouver ce que je vais vous dire, à peu près, une fourchette de 6 à 15, à peu près. Puis, il y en a un, vous lui trouvez 35. Alors, ça, c'est bizarre, parce qu'on est quand même très au-dessus de la grille de base. Et bien là, lui, a priori, il est douloureux, sauf que tous les troubles du comportement pour lesquels on s'est suradapté,
eh ben, en fait, c'était probablement de la douleur, mais on s'en est pas rendu compte. Et on s'est suradapté à un truc qui est devenu une douleur chronique. Euh, Bien entendu, on n'est pas complètement objectif, on a forcément des interprétations. Et ce qui avait été bien montré, c'est que les soignants dépressifs, ils sous-cotent la douleur des patients. Et les soignants douloureux, ils surestiment la douleur des patients. Et on le sait bien, ça. On sait bien que nous, notre façon de réagir, ben, elle dépend aussi de notre propre histoire. Et c'est pour ça qu'on est dans du subjectif et c'est pour ça qu'on a besoin d'être deux. Alors, si vous êtes deux, c'est bien, mais évitez de prendre deux dépressifs ou deux douloureux, essayez de vous mélanger, hein. Ce sera plus facile après pour faire l'interprétation. Mais ça, on le sait bien, et c'est pour ça qu'on a nos 6 points d'écart. Alors, pour arriver à la fin, là, donc les dents, priorité, hein. Les dents, ça fait très mal, c'est très innervé. L'hygiène bucco-dentaire dans cette population-là, c'est très difficile. Si vous n'avez pas accès à des réseaux bucco-dentaires bien organisés et que c'est à vous de vous débrouiller pour trouver un dentiste, ben bonjour, hein. D'abord qu'un dentiste accepte de recevoir, ou bien même il veut bien, mais amener la personne chez le dentiste, c'est vraiment très compliqué. En plus, alors une chose aussi qui est malheureusement très fréquente, c'est que ceux qui ont des médicaments psychotropes en particulier, mais c'est vrai aussi chez les morphiniques, quand vous avez des médicaments psychotropes, vous modifiez l'acidité de la salive. Et si vous modifiez l'acidité de la salive, vous allez favoriser certaines bactéries par rapport à d'autres, donc vous allez favoriser les caries. Donc, vous voyez, il y a quand même vraiment des raisons importantes pour lesquelles les dents sont souvent en premier plan, souvent, et puis aussi l'alimentation qui est un peu rarement variée parce que c'est difficile, et puis bonbons, coca, etc., qui favorisent ça. Et puis, pour faire la transition avec les tubes digestifs, dans ces populations-là, sans qu'on sache vraiment pourquoi, il y a un nombre anormalement élevé de constipation, de reflux gastro-œsophagien. Alors, le reflux gastro-œsophagien, c'est très fréquent, hein, et ça va aussi participer à la modification de l'acidité de la salive et aussi participer à la favorisation des caries, hein. Et vous avez des gens qui vont avoir une haleine fétide, qui vont quelquefois même se le provoquer eux-mêmes en faisant ce qu'on appelle un méricis, en faisant remonter les aliments, et ça va entraîner une hypersialorée, une haleine fétide, ça va entraîner une petite toux matinale d'irritation, se gratter la gorge, se taper. Ça, c'est très, très fréquent. Et dans un grand, grand nombre de cas, juste le traitement d'un reflux, d'une hyperacidité suffit à enlever les troubles du comportement. Après, vous avez la constipation qui est extrêmement fréquente et extrêmement banalisée, et c'est d'autant plus dommage que on est en plein dans ce que je vous avais décrit tout à l'heure comme sensibilisation à la douleur. Hein, moi, c'est vraiment le quotidien. La dernière fois, c'était un jeune homme de 19 ans qui est dans un IM Pro, déficient et qui vient en consultation de douleur pour des gros, gros troubles du comportement amenés par les parents et la structure parce qu'il est question de l'exclure de la structure à cause des troubles du comportement. Il est en internat de semaine. La structure dit, écoutez, nous, on pense que, bon, d'abord, il a des gros, gros troubles du comportement, ça devient dangereux même pour les autres résidents. Ça fait longtemps qu'il est là, il est en IM Pro, on attend une place en secteur adulte, mais il n'y en a pas. Et du coup, il va falloir qu'il rentre chez lui parce que nous, ça devient trop dangereux. Et à la maison, bah, comment ça se passe à la maison? Bah, à la maison, ça se passe bien. Bon, ok. Alors moi, qui suis pas psychiatre, je fais toujours pareil. Les dents, il est suivi. Ah bah lui, il est très bien suivi. En plus, il a rien eu jusqu'à présent. Il adore la brosse à dents électrique, pas de problème. Le mois dernier, il a été pour un détartrage. Il n'y avait rien, aucun problème. Ok. Au niveau du transit, alors la maman explique que le samedi matin, quand il arrive, il se vide dans les toilettes et il bouche les toilettes. Puis la semaine se passe bien. Et la structure, comment ça se passe? Du lundi au vendredi, il va pas à la selle. Eh ben, je dis, ben, on pourrait peut-être s'intéresser à ça quand même. Ça, on sait que ça peut faire des douleurs. Non, non, mais on pense pas que c'est ça parce que ça fait des années que c'est comme ça. C'est justement parce que ça fait des années que c'est comme ça qu'aujourd'hui, c'est extrêmement douloureux et qu'il peut plus gérer cette douleur. Sauf qu'il est déficient et autiste et que ça suffit pas d'essayer de lui montrer les toilettes, puisque lui, depuis qu'il est petit, il est conditionné, il va dans telle toilette, tel jour, à côté de chez lui. Voilà. Donc il a fallu pour lui mettre un traitement pour lequel il ne peut pas lutter, hein, des traitements qu'on donnerait à quelqu'un qui va avoir une coloscopie. Donc vraiment, il se vide. Alors pendant quelques semaines, il est redevenu incontinent, ce qui n'était pas du tout agréable, mais il s'est rendu compte que c'était possible de faire des selles dans la structure. Et aujourd'hui, il a 3 selles par semaine dans la structure. Il a toujours pareil le sel le samedi matin à la famille. Et les troubles du comportement ont été divisés par 10 et on ne parle plus du tout de l'exclure. Donc vous voyez, les troubles digestifs, c'est vraiment des choses, la constipation, il faut vraiment, vraiment la prendre en charge. Et en particulier, moi, ce que je voudrais lutter contre le traitement si besoin. Alors, deux choses.
Dans cette population-là, très souvent, le traitement si besoin, en cas d'agitation, de trouble du comportement, c'est un psychotrope. Je vous signale que si le trouble du comportement est lié à une douleur digestive et qu'on donne un psychotrope, on aggrave. Parce que les psychotropes, ça ralentit la motricité intestinale, donc ça aggrave la constipation. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un contresens. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un peu étonnant quand on arrive dans un hôpital psychiatrique, on dit bon, ouais, on va augmenter les laxatifs. Oh, t'es sûr qu'on peut donner 3 Dufalac ah bon, toi, t'as pas peur de donner 100 mg de l'Oxapac et tu trouves que 100 et 3 Dufalac, c'est dangereux, hein. Donc voilà, donc là-dessus, il faut vraiment faut avoir beaucoup plus peur de la constipation que des laxatifs, à condition de ne pas donner, par exemple, autant c'est pas dangereux de donner pendant des mois et des mois du lactulose ou du macrogol, autant bien sûr pendant des mois et des mois on va pas donner de la paraffine comme la gelée lensoil, parce que ça tapisse l'intestin et ça empêche l'absorption des protéines liposolubles. Donc ça, les paraffines, c'est en traitement choc pendant quelques jours, c'est tout, hein. Voilà. Mais par contre, s'il y a besoin d'en donner tous les jours pendant des semaines et des semaines, eh ben, il n'y a pas de problème de donner du lactulose, voilà, ça c'est très important. Voilà. Il faut vraiment avoir beaucoup plus peur de la constipation que des laxatifs. Alors après, il y a bien sûr toutes les techniques de massage abdominaux. Alors, j'ai pas parlé de l'hygiène alimentaire, mais c'est la base. Simplement, on sait très bien que dans cette population-là, 5 fruits et légumes par jour, c'est quand même difficile. La bonne hydratation, l'activité physique, tout ça, c'est pas très facile. Il y a beaucoup de sélectivité par rapport aux aliments. Voilà. Puis bien sûr, vous avez tout le reste, hein, les règles douloureuses, les infections urinaires, la traumatologie, les douleurs musculo-squelettiques dans le cadre du polyhandicapé. Si c'est quelqu'un qui a eu des grosses chirurgies orthopédiques avec des grosses cicatrices, bah, il faut penser à la lodynie aussi, hein, des choses comme ça, ou des gens qui ont fait des AVC par exemple. Voilà. Alors, il y a deux choses pour lesquelles je voudrais vous mettre en garde. Aujourd'hui, dans la douleur, et surtout chez les personnes vulnérables, et surtout chez les TSA, mais tout ça, c'est pas exclusif, hein. Euh, Plus on est ignorant et plus on fait des conneries, euh, et plus on raconte des histoires. Alors, encore une fois, je vous aurai le droit de réagir, bien entendu, mais il y a plein de modes qui naissent un peu partout et qui sont plus ou moins fondées et plus ou moins dangereuses. La première mode, c'est la mode des régimes, hein. Régime sans gluten, régime sans caféine, sans caséine, sans lactose, sans protéines de vache. Ça existe, hein, ces personnes vulnérables, là, polyhandicapées, TSA, qui ont des problèmes avec la protéine de vache, ou avec le lactose, ou avec le gluten, ou avec certains aliments. Mais ça se mesure, ça peut se tester, ça, et c'est pas plus que dans la population générale, c'est pas plus. Donc il est hors de question d'aller imposer à tout le monde un régime sans gluten, parce qu'on n'en sait rien. Quelquefois, on fait des régimes pour rien. Donc si on a un doute parce que depuis qu'il prend des produits laitiers, il a des diarrhées, des vomissements, il perd du poids. Là, on a un doute, on va aller faire des tests. Voilà. Mais sinon, c'est hors de question d'aller mettre tout le monde sous régime. C'est absolument pas validé, cette histoire. Et puis la grande mode en ce moment, c'est l'histoire du microbiote intestinal. Donc, à tel point que les gastroentérologues ont dû publier un article là en 2020 pour montrer que cette analyse, l'utilité clinique des analyses des tests faits sur le microbiote intestinal n'a aucune validité clinique, hein. Et peut-être que dans les TSA, vous avez vu, hein, que on fait faire aux parents des tests et on met les gamins sous antibiotiques en disant on va le guérir de l'autisme. C'est illégal, c'est dangereux et c'est pas du tout validé, hein. Et c'est pas banal de mettre quelqu'un 3 mois sous antibiotiques, quoi. Ça balaye de la flore intestinale, ça entraîne des résistances, ça fait des mycoses et c'est pas validé. C'est pas validé. Alors, les gastroentérologues, ils s'intéressent beaucoup au microbiote intestinal parce que dans les MICI, donc les maladies intestinales chroniques inflammatoires, c'est-à-dire la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, l'intestin irritable, là, il y a des liens qui se font, il y a des prises en charge qui sont possibles. Mais on est en dehors des personnes vulnérables, déficientes intellectuelles ou autistes. Ça n'a pas de rapport, quoi. Vraiment, il faut être extrêmement prudent par rapport à ça. Et puis, je dois arriver certainement à la fin. Euh, Ce qui est très important aussi, et ce qu'on oublie, c'est la prévention. C'est-à-dire les vaccins, les visites gynéco, c'est compliqué, mais pourtant, il faut vraiment essayer de proposer des choses. Les dépistages du cancer, finalement, faire des repérages de sang dans les selles pour dépister le cancer du côlon, ben pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas en bénéficier, hein, quand même. L'activité physique, on sait qu'il y a un lien entre le manque d'activité physique et puis certaines maladies et la douleur en particulier, l'équilibre nutritionnel, l'hydratation, tout ça c'est très important. Et le fait qu'elle soit vulnérable et polyhandicapée
ne doit pas nous faire enlever une partie de la prise en charge sanitaire qui est la prévention. Donc ça, c'est vraiment important. Bien repérer les lieux, hein, pour les personnes, les techniques, hein, il faut prendre du temps. Hein. Ne pas avoir peur de faire des consultations blanches, c'est-à-dire s'arranger avec les personnes pour aller. Alors ça prend du temps. Hein. Demander, par exemple, qu'on arrive en début de consultation et pas à la fin, parce qu'en début de consultation, il n'y aura pas de retard, alors qu'à la fin, il y aura du retard. Hein, voilà. Et puis qu'il y ait un accompagnement avec des personnes qui soient connues et s'il faut que les parents soient là, parce que les parents sont un facteur d'apaisement, eh ben, il faut que les parents soient là, etc., etc. Mais c'est à nous d'être un petit peu les transmetteurs de ça, parce que très souvent dans les urgences des hôpitaux, tout ça, bah, ces personnes-là sont pas très bien pris en charge, en tout cas très rapidement pris en charge, on va dire ça comme ça, pour être politiquement correct. Et rapidement, ça veut dire vite fait, bien fait, quoi. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que Merci. on va pouvoir Effectivement, bah, le répondre webinaire va bientôt toucher aux à sa fin questions puisqu'on avait, qui enfin vont être voilà, posées. J'ai on avait un été maximum de deux extrêmement heures, donc on va rapide, hein, pas. vous Je vois qu'il y a m'excusez, des gens mais je suis complètement qui s'en disponible vont pour les sans doute questions qui occupés pourraient être pour qui pourraient d'autres vous venir. réunions, donc on va pas passer trop de temps. Néanmoins, quand même quelques remerciements, puis deux questions. Les remerciements, je laisserai les organisateurs de ce webinaire le faire eux-mêmes. Cette deuxième partie de présentation a amené beaucoup d'échanges entre vous, d'échanges de mails, d'adresses, de pistes d'idées, c'est extrêmement riche et on voit tout le potentiel qu'il y a et je laisserai les organisateurs de ce webinaire reprendre tout ça à la fin. Vous avez néanmoins, oui, il y a peut-être quelques questions là qui sont arrivées pour pas laisser repartir les gens. Alors on n'a peut-être pas pu répondre à toutes les questions, mais on peut au moins prendre celle-ci. Que vous pouvez voir vous-même, un docteur Sourti, je vais vous les faire, il y en a deux, trois, ouais. Est-il conseillé de faire des fenêtres thérapeutiques pour les laxatifs? Ensuite, ah, allez-y une par une, ouais, peut-être, je vais vous dire les autres après. Allez-y. Alors, pardon. Alors, pour les laxatifs, alors après, je pense que ce qu'il ne faut pas faire, c'est, on arrive, on voit, bah, écoutez, si les 3 jours sans sel, je donne un laxatif. Et puis vous vous apercevez que si les 3 jours sans sel, ça se reproduit toutes les semaines. Ça veut dire que notre traitement de base n'est pas bon. Donc c'est vrai qu'il faut en donner régulièrement, une dose où on est sûr qu'il y ait du transit. Et puis après, bah, une fois que c'est comme ça, petit à petit, on réduit à la dose minimale efficace. Voilà. Alors, les fenêtres thérapeutiques, bah, si à un moment vous vous rendez compte que bah, vous avez réussi à changer de l'alimentation, qui fait plus d'activité physique, bah, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais il faut être très réactif, c'est-à-dire que si on s'aperçoit que ça entraîne un blocage rapide de l'intestin, hop, on le remet en route. Hein. Moi, je suis un patient pour lequel pendant 2 ans, il a eu un traitement très 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 puissant, puis à bout d'un moment, on a réussi à l'arrêter ce traitement-là. Aujourd'hui, il n'a plus de traitement laxatif, il va bien. Ben, on ne sait pas pourquoi, en fait. Hein. En tout cas, les laxatifs n'ont pas abîmé son intestin. Certaines Mais par restrictions contre, on reste alimentaires dans les vigilant parce qu'on sait TDAH que sont-elles aussi invalides ou la dangereuses? douleur intestinale va entraîner des troubles du comportement. Et si on ne se rappelle pas que c'était à cause de ça, eh ben, on va augmenter les traitements sans s'occuper du traitement laxatif. Alors, le mot dangereux, ça dépend ce que vous voulez entendre. Dangereux, c'est s'il n'y a pas, enfin, dangereux, il faudrait vraiment qu'il y ait une carence. Hein. Quelqu'un qui est végétarien, il fait très attention d'avoir quand même un apport en protéines, etc. Donc, dangereux, ça va dépendre de qu'est-ce que vous refusez de donner. Après, dans les TDAH, il y a pas de régime particulier, sauf si eh ben, vous avez remarqué que tel aliment entraîne un trouble, pas forcément un trouble du comportement, mais un amaigrissement, un vomissement, des réactions cutanées. Mais ça se mesure. C'est tout à fait possible de faire des tests d'allergie alimentaire ou des choses comme ça. Et on ne va pas faire un régime a priori, c'est ce que je voudrais dire. Alors après, si vous êtes un Il va ayatollah du très sang bien. gluten Et et que vous puis voulez absolument dernièrement, un témoignage, un que résident vos qui est enfants soient sans hypersensoriel gluten, et qui prend c'est un des peu pénible, positions c'est bête, vicieuses, c'est pas comment savoir dangereux en s'il est fait. en Hein. recherche de Par contre, sensations si vous ou voulez qu'il a-t-il de soit la sous douleur? antibiotiques pour pas qu'il y ait certaines flores, ça c'est dangereux. Alors, ben ça, c'est les grilles qui vont vous le dire, en fait. Hein. C'est à la fois le profil sensoriel et à la fois les grilles douleurs. Voilà. Ça, c'est vraiment, c'est quelque chose qui va pouvoir être mesuré.
Là, alors, je vous rappelle qu'on reste quand même dans du subjectif, hein, d'accord? Voilà. Mais dans certaines positions, ça peut être parce que je la recherche et que je me stimule, en sachant que, alors, par exemple, le fait de s'appuyer sur les yeux, par exemple, eh bien, ou de se faire un méricisme, c'est parce que j'ai une sensorialité qui fait que j'aime bien ça, hein. Ça me fait un flash lumineux, j'adore la lumière. Je suis en train de me faire une douleur oculaire, mais moi, je fais pas le lien entre les deux. Donc vous, votre interprétation, ça va être de dire, attention, là peut-être qu'il recherche ça dans le Très cadre de bien. sa sensorialité, Eh mais bien, moi je merci dois le beaucoup. protéger et Il y a essayer plein de de, doser alors après, il y ça a plein de avec un objet commentaires et de vibrant, avec mails, un des objet merci pour lumineux pour pas que tout l'intervention s'abîme, et parce les qu'il va avoir des organisateurs en troubles seront du très contents. comportement Mille qui merci, va docteur Sourti. Faites-vous s'auto-entretenir de la avec ces formation, troubles sensoriels. docteur Sourti, qui est une question qui n'est pas, je vous laisse y répondre. Est-ce que vous, est-ce que vous intervenez en formation? Bah oui. Alors, oui, oui, bien sûr, on fait. Alors, oui, oui, oui. Et en particulier dans la région de Auvergne-Rhône-Alpes, on a fait un collectif douleur. On est à peu près, on est 24. Il y a des infirmières et des médecins qui sont soit un peu isolés dans des structures médico-sociales, soit faisant partie d'équipes mobiles, soit qui font qui sont partie prenante de consultations Handiconsulte, justement pour s'enrichir de nos pratiques et de voir si ce qu'on trouve à tel endroit, on le retrouve aussi à tel autre endroit, pour se faire des auto-formations et pour pouvoir intervenir dans des lieux, bien entendu, hein. On a fait sur YouTube, il y a un petit film qui s'appelle Et si c'était de la douleur, qui a été financé par la Fondation Apicil, qui nous aide là et qui permet justement de voir un petit peu le travail de formation. Et s'il y a des directeurs de structures médico-sociales, le fait, il y a deux structures que je connais depuis à peu près 7 ans. Ils ont vraiment bien porté ça de niveau institutionnel, la prise en charge de la douleur. Ça a divisé par deux les événements indésirables. Et là, en ce moment, on fait un projet de recherche sur quelle est la fréquence des troubles du comportement qui seraient liés à la douleur. Parce que nous, dans notre petite expérience, on va dire empirique, qui n'est pas scientifique, qui est seulement empirique, c'est dans Très bien. 60% des Eh cas, bien, il est c'est-à-dire une fois 15h56. Je sur vais deux à la maintenant louche, on va dire ça comme être ça, obligée les troubles du de frustrer comportement certains sont participants. en Merci lien pour tous avec vos messages, une douleur. témoignages. Donc, Bravo pour votre franchement, intervention, c'est dommage de etc. finir avec On des va les laisser psychotropes dans les défiler. fesses C'est quand c'est une toujours, douleur, quoi. c'est toujours bien quand on organise quelque chose que les organisateurs puissent voir tout ça. On va laisser la parole à Sophie Delove, qui est chargée de clôturer ce webinaire et qui va vous rappeler un certain nombre de dates et d'événements. Pour ce qui est du PowerPoint, vous êtes nombreux à nous demander, sera-t-il distribué ou non? Eh bien, on va voir ultérieurement après le webinaire avec Dr Sourti s'il est prêt à laisser son PowerPoint dans son intégralité ou vous laisser trace d'une synthèse. Voilà. En attendant, vous partez pas sans rien de ce webinaire puisque vous pouvez aller télécharger la bibliographie ici, soins somatiques. Avant que je laisse la parole à Sophie, vous avez tous une petite zone qui vient d'apparaître qui s'appelle fichier 3. Vous cliquez sur bibliographie soins somatiques et vous retrouvez ce qui vous a été tout à l'heure annoncé dans le chat, c'est-à-dire l'accès à la bibliographie concernant ce sujet et très important, l'accès aux contacts régionaux.